On continue le cours sur le codage de source. On a commencé par voir la numérisation, c'est-à-dire la quantification éventuelle des données analogiques, puis l'échantillonnage, puis la quantification des données analogiques. On a vu un premier type de compression, qui est la compression sans perte, c'est-à-dire une compression qui est fondée sur des redondances, sur une exploitation des redondances de la source. Là, on va voir la compression avec perte. Compression avec perte. Alors, on verra, on va se pencher plus précisément sur le codage MPEG audio. Alors, donc la compression avec perte, c'est ce qu'on appelle un codage perceptif. C'est-à-dire que ça va consister à ne transmettre que l'information qui est perçue par l'humain. Donc si on fait du codage audio, on ne va transmettre, on ne va coder que l'information perçue par l'oreille. Si on fait du codage image, on ne va transmettre que l'information vue par l'œil humain. Donc, on va dégrader de manière irréversible le signal, qu'il soit audio ou image, puisqu'une partie de l'information ne va pas être transmise, mais ces dégradations resteront imperceptibles. Alors, contrairement au codage sans perte qui s'appuyait sur des corrélations, des redondances de la source, là, le codage avec perte, le codage perceptif, s'appuie non pas sur la source, mais sur le récepteur, qui est vos yeux ou vos oreilles. Alors, ça permet des taux de compression beaucoup plus importants. Pour le codage sans perte, on avait des taux de compression de l'ordre de 1/2, 1/3. Là, on va avoir on va pouvoir compresser de l'ordre de 10 à 15 fois. D'accord ? Donc on va pouvoir se permettre des compressions beaucoup plus fortes. Alors, toutes ces compressions avec perte, que ce soit en image ou en audio, s'appuient sur des modèles de la perception. Alors, pour le codage audio, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles psychoacoustiques. Psychoacoustiques. Donc, des modèles psychoacoustiques, c'est une modélisation du fonctionnement de l'oreille humaine. Alors, sur la figure ici, on a représenté le spectre d'amplitude d'un signal en très fin. Donc c'est ce spectre-là, avec des pics, uniquement pour les fréquences positives. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le spectre d'amplitude, c'est une fonction paire de la fréquence. Donc on peut ne représenter que la partie positive, que pour les fréquences positives. Et en dessous de ce spectre, en trait plus épais, on a représenté ce qu'on appelle un seuil de masquage. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce seuil de masquage ? Eh bien, ça correspond à une propriété de l'oreille qui est le masquage fréquentiel. À savoir que quand on vous présente deux sons simultanément, à des fréquences assez proches, eh bien, l'un des deux sons peut être masqué par l'autre. Et ce phénomène de masquage peut être représenté par ce qu'on appelle un seuil de masquage. Et ce seuil de masquage, la courbe en rouge, ça signifie que tous les sons dont le spectre se situe en dessous de la courbe rouge
sont masqués par le son dont j'ai représenté le spectre en noir. D'accord? Donc à partir du spectre d'amplitude d'un son, on va le noter module de grand S de F, d'accord? Donc S de F c'est le spectre, le spectre d'amplitude module de S de F, eh bien on peut obtenir ce qu'on appelle un seuil de masquage qu'on va noter M de F, une fonction de la fréquence. Alors quel est l'intérêt de ce seuil de masquage? À chaque fois qu'on fait du codage audio, le codage dégrade le signal. Et on peut modéliser cette dégradation par l'ajout d'un bruit. Et donc l'objectif, un bon codage, c'est un codage qui va minimiser le débit à transmettre, tout en maintenant un bruit de codage qui reste sous le seuil de masquage. D'accord? C'est-à-dire que quand je vais faire du codage, je peux modéliser le codage par l'ajout d'un bruit. Okay, donc j'ai mon signal. Je le code. Je transmets à travers un canal. Je le décode. Donc on va l'appeler S, et celui-là on va l'appeler S codec, comme S codé décodé. Et donc ça, je dis que c'est équivalent à l'addition d'un bruit. Okay. On peut modéliser un codage audio, ça va dégrader le signal audio, et on va modéliser cette dégradation comme un bruit additif. C'est-à-dire un signal qui s'ajoute au signal audio. Et donc, l'esprit du codage perceptif, ça va être de minimiser le débit de transmission sous la contrainte que le spectre d'amplitude du bruit de codage reste sous le seuil de masquage, quelle que soit la fréquence. Okay. Je prends un exemple. Si notre codage, c'est juste une quantification sur 12 bits, par exemple. Quand je quantifie mon signal sur 12 bits, j'ai un bruit de quantification. Et ce bruit de quantification, on a vu qu'il est d'autant plus important que le nombre de bits de quantification est faible. Donc quand je vais quantifier sur un nombre n de bits, mon objectif, c'est de réduire au maximum le nombre de bits de quantification pour réduire le débit de transmission. D'accord ? Je préfère coder mon signal sur 8 bits plutôt que sur 16. Et je dois donc minimiser ce nombre de bits de quantification, mais en faisant attention à ce que le bruit de quantification reste en dessous du seuil de masquage. Donc voilà la problématique. Alors,
quand j'ai fait de la quantification, quand mon codage se résumait à une quantification, j'avais en fait un bruit de codage avec un spectre à peu près plat. Donc ça, c'est l'allure du spectre du bruit de codage quand je fais une quantification sur un certain nombre de bits. Donc si B c'est juste un bruit de quantification, eh bien le spectre de mon bruit c'est quelque chose de plat. Et donc plus le nombre de bits de quantification est faible, plus le spectre va être élevé, et donc plus j'ai de risque de dépasser le seuil de masquage. Alors évidemment, ce type de codage, qui consiste juste à quantifier chaque échantillon sur un certain nombre de bits, c'est pas optimal. Parce que, regardez, quand je suis ici, je pourrais tout à fait avoir un bruit plus fort que ça. Je vais prendre un... Voilà, imaginez que je fasse une quantification sur n bits et que le niveau de mon bruit de quantification, que le spectre de mon bruit de quantification soit à ce niveau-là. Là, je suis à la limite. Je ne peux pas réduire plus le nombre de bits de quantification, sinon je dépasse ici le seuil de masquage. Mais regardez, si je pouvais concevoir un codage tel que le bruit de codage soit parallèle à la courbe rouge, au seuil de masquage, et juste en dessous. Bien, j'aurais un bruit de codage beaucoup plus fort, c'est-à-dire un bruit de codage qui signifie potentiellement moins de bits de codage, et donc un débit plus faible, tout en restant inaudible. Donc dans le codage perceptif, on va essayer de faire un codage qui reforme le spectre du bruit de codage de telle manière à ce qu'on soit juste en dessous du seuil de masquage. Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc, deuxièmement, petit b, principe décodeur perceptif. Et on va s'intéresser à une norme particulière qui est la norme MPEG 1, couche 1. C'est-à-dire que la norme MPEG a plusieurs niveaux, 1, 2, 4, 7, 21. Et pour chaque niveau, vous avez plusieurs couches de complexité. Ce qu'on appelle le MP3, c'est le MPEG 1 couche 3. Donc là, c'est le MPEG 1 couche 1, c'est-à-dire une complexité plus réduite que le MP3. Et les principes sont à peu près les mêmes. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de diviser le signal en sous-bandes fréquentielles. C'est sur cette figure-là. Alors, quand vous écoutez la musique sur une chaîne hi-fi, le son qui est envoyé sur les haut-parleurs, en fait, il est divisé en général en 3 bandes de fréquences. Les basses, les médiums et les aigus. Et pour ça, on a 3 filtres qui séparent, qui divisent le signal. Alors là, on va faire pareil, sauf qu'au lieu d'avoir 3 bandes de fréquences, on va en avoir 32. Donc ici c'est H, vous corrigez, c'est H31. On va avoir un band de filtre avec 32 filtres qui vont diviser le signal audio en 32 voix, du plus grave au plus aigu.
Et sur chaque voie, en fait, j'ai un 32e de l'information transmise. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un sous-échantillonnage d'un facteur 32. Ça veut dire simplement que sur chaque voie, je vais prélever un échantillon sur 32. Comme je n'ai que 1/32e de l'information sur chaque voie, je peux me contenter d'un échantillon sur 32. Donc, sur chaque voie, on sous-échantillonne c'est-à-dire qu'on prend un échantillon sur 32. Ensuite, je vais coder chaque signal de sous-bande sur un certain nombre de bits. Alors le nombre de bits que je vais attribuer, le nombre de bits par échantillon que je vais attribuer sur chaque voie va dépendre du modèle psychoacoustique dont je vous ai parlé. Ça va se calculer à partir du seuil de masquage. Ensuite, je vais constituer avec les différents échantillons des paquets d'échantillons. Je vais transmettre ça, donc je vais transmettre mes blocs un par un à travers le canal. En réception, j'extrais mes différents échantillons. Je reconstitue les signaux de chaque sous-bande, du plus grave au plus aigu. Je mixe le tout et je récupère mon signal audio. OK ? Et donc, toute la réduction de débit, la compression du signal, en fait, elle va se passer ici, dans la manière d'allouer les bits aux différentes, aux signaux, aux sous-signaux, c'est-à-dire aux signaux des différentes voies. Alors, dans le canal, en fait, on transmet des trames de 384 échantillons. « 384 échantillons. Alors 384, en fait, c'est 12 échantillons par voie. Donc c'est 12 échantillons par voie multiplié par 32 voies. D'accord, ça fait bien 384. Donc le point crucial, c'est comment on alloue les bits. Allocation des bits. Alors avant de vous montrer ça, juste, on va quand même regarder la représentation fréquentielle de tout ça. Donc, j'ai divisé le signal en plusieurs sous-bandes. Donc, cette division que j'ai faite, du plus grave au plus aigu, en fait, ça consiste à diviser le spectre, comme ça, en 32 bandes fréquentielles. D'accord ? Donc, sur chaque voie, le spectre du signal, c'est juste un petit morceau comme ça. Okay, c'est juste un morceau du spectre. Et le spectre, en dehors, là, est nul. Donc voilà le spectre du signal sur une voie. Okay, j'ai fait une division fréquentielle, une décomposition fréquentielle de mon signal. Donc, comme on a dit, sur chaque voie, on fait des paquets de 12 échantillons.
on va noter xi. Donc on va noter i, le numéro de la voie. Sur chaque voie i, on fait un paquet de 12 échantillons. On va le noter x indice i. C'est x1 de 1, x1, xi de 2, etc. jusqu'à xi de 12. Et donc on fait un vecteur de 12 échantillons sur chaque voie i. Alors, ce vecteur de 12 échantillons, on veut le quantifier. Le problème, c'est que quand on fait la quantification, on aime bien faire la quantification en virgule fixe. Et pour faire la quantification en virgule fixe, il faut que les nombres soient bien calibrés, qu'on connaisse à l'avance l'intervalle auquel appartiennent les nombres. Et donc ce qui est pratique en général, c'est d'avoir des nombres entre moins 1 et plus 1. Donc on va normaliser ça, c'est-à-dire que ce vecteur, on va le diviser par le max des 12 valeurs absolues, pour être sûr d'avoir 12 valeurs comprises entre moins 1 et plus 1. On fait une normalisation. On va calculer alpha i comme étant le max sur k des 12 échantillons. Et on calcule x'i qui est égal à xi divisé par alpha i. Et donc on a des échantillons x'i de k appartenant à l'intervalle moins 1, 1, quel que soit k. Et on a un vecteur de 12 échantillons qui appartiennent tous à l'intervalle moins 1, 1. Et ensuite, on va coder chaque échantillon x'i de k sur un nombre de bits ni. Donc chaque x'i codé sur ni bits. Et donc le codage se fait selon le modèle psychoacoustique. Donc on va voir tout à l'heure comment on détermine la valeur de ni. En attendant, donc on va résumer les choses. Donc on a dit qu'on transmet les échantillons par paquet. On transmet les échantillons par paquet de 384 avec 12 échantillons par voie. Donc les paquets qu'on transmet, ils vont être constitués comme ça. On va avoir un en-tête, bien sûr, avec 32 bits, puis 32 sous-trames qui correspondent chacune à une voie, et à la fin, 16 bits de redondance qui servent au codage correcteur d'erreur. Et chaque sous-trame qui correspond à une voie i est composée du coefficient alpha i, qui est le coefficient de normalisation. Il est codé sur 6 bits. La valeur de ni, qui est codée sur 4 bits. Et puis les 12 échantillons, xi de 0, xi de 1, etc., jusqu'à xi de 11. Chacun est encodé sur ni bits. Ok? Donc on a une trame. Donc chaque trame MPEG est composée d'un en-tête
de 16 bits de queue pour le codage correcteur d'erreur et de 32 sous-trames de longueur variable, avec à chaque fois, dans chaque sous-trame, la valeur du facteur de normalisation, la valeur de NI et le codage des 12 échantillons de la IM voix. Okay. Alors maintenant, on va voir comment on fixe la valeur de NI. Donc combien d'échantillons, combien de bits par échantillon? Alors, donc chaque échantillon X'(I), X'(I) de K va être codé sur NI bits. Et de ce fait, on a un bruit de quantification, comme on a vu, qui est un bruit à spectre plat. Donc sur chaque voie I, on a un bruit de quantification qu'on va appeler petit BI. Bien indice I, tel que le spectre de ce bruit il soit plat, mais il est plat uniquement sur la bande de fréquence correspondant à cette voie-là. Ailleurs, il est nul. Et il est plat aussi, mais il est nul. Donc voilà à quoi ressemble le bruit de quantification sur la IM voix, du fait qu'on quantifie chaque échantillon sur un certain nombre de bits restreint NI. Ça, c'est la IM bande fréquentielle. Alors, si je reprends cette figure. Donc, j'ai le spectre du signal en noir, en très fin. J'ai le seuil de masquage ici. Et j'ai divisé le spectre de mon signal en plusieurs sous-bandes. Dans chaque sous-bande, j'ai un bruit de quantification qui ressemble à ça, qui est nul partout ailleurs et qui est constant dans la sous-bande. Donc mon bruit de quantification, il aura le spectre de mon bruit de quantification final, ce sera quelque chose en escalier. Et ainsi de suite. Ok ? Le spectre de mon bruit de quantification, c'est l'addition de tous les spectres sur chaque voie. Et sur chaque voie, en fait, jusqu'où je peux aller? Je peux aller jusqu'au min du seuil de masquage.
C'est-à-dire qu'en fait, là, je peux monter jusque là. Là, je peux monter jusque là. Ici, je peux monter jusque là. Ici, jusque là. Et là, jusque là. D'accord? Donc, sur chaque voie, j'ai une puissance maximale. J'ai un niveau maximal du spectre autorisé en fonction du seuil de masquage. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer le nombre de bits de quantification sur chaque voie. Alors la puissance, en fait le niveau ici, ça correspond à la racine de la puissance du bruit. Alors, la puissance du bruit de la voix I. Donc, la puissance de ce bruit, on sait que c'est égal à la puissance du signal sur la IM voix moins le rapport signal à bruit sur la IM voix. Et le rapport signal à bruit, on sait que c'est égal à 6 fois le nombre de bits de quantification. Donc 6 NI. Et il faut que cette puissance du bruit, elle soit inférieure au seuil de masquage. Enfin, elle soit inférieure, non pas au seuil de masquage, mais au min du seuil de masquage sur la voie I. Okay, voilà la condition de masquage. Il faut que la puissance du bruit soit plus petite que le min du seuil de masquage sur la IM voix. On va appeler ce min, on va le noter M indice I. Donc ça veut dire que il faut que NI soit supérieur à P à la puissance de XI moins MI sur 6. Ok? Donc voilà comment la condition sur le masquage du bruit s'exprime en termes de nombre de bits de quantification. À partir de la puissance du signal sur la IM voix, du min du seuil de masquage sur la IM voix, eh bien, on détermine la borne inférieure du nombre de bits de quantification par échantillon sur la IM voix. Mais on a une deuxième contrainte. La deuxième contrainte, c'est le débit. Et le débit, lui, au contraire, il va majorer, il va donner un majorant de NI. Donc, la deuxième contrainte, c'est le débit qui est limité. Et donc, il faut que pour une trame MPEG, on ait la somme des NI qui soit inférieure à une certaine valeur grand N. La somme des NI avec I égale 0 jusqu'à 31 doit être inférieure à une certaine valeur grand N qui dépend du débit. Le nombre total de bits par trame est limité.
Donc voilà les deux conditions à respecter. La contrainte d'inaudibilité du bruit de codage. Et la contrainte du débit. Donc il faut que quel que soit i, ni soit supérieur à ça, et la somme des ni au final soit inférieure à une certaine valeur grand N. Donc ces deux contraintes tirent chacune dans un sens différent, et puis il arrive parfois qu'on ne puisse pas respecter les deux contraintes à la fois. Alors dans ce cas-là, eh bien, la contrainte, très souvent la contrainte qui l'emporte, c'est celle de la limitation du débit. Et donc on va chercher à limiter la puissance totale de bruit sous la contrainte de débit. D'accord ? Donc si c'est impossible de respecter les deux conditions, alors on va minimiser la puissance totale du bruit sous la contrainte somme des ni inférieure à n. D'accord ? Donc vous voyez l'intérêt d'avoir divisé le signal en sous-bandes fréquentielles, c'est que ça nous a permis d'avoir un niveau de bruit différent par sous-bande, et donc éventuellement dans certaines sous-bandes de réduire énormément le nombre de bits de quantification, parce qu'on peut se permettre un niveau de bruit de quantification très important. Alors, petit c, quelques mots sur le codeur MP3. Donc MP3, comme je vous l'ai dit, c'est MPEG 1 couche 3. Donc là, le débit... Donc c'est un codeur qui permet d'avoir une qualité audio pratiquement sans défaut à 96 kilobits par seconde. Donc qualité transparente. À 96 kilobits par seconde en mono et 128 en stéréo. Donc c'est des débits nettement plus faibles que ceux du MPEG 1 couche 1, mais au prix d'une complexité plus importante. Alors, ce codeur a quelques particularités. Donc le principe global, c'est le même que pour le MPEG 1 couche 1, avec quelques particularités qu'on va voir. Alors, la première particularité, c'est qu'au lieu de coder les échantillons temporels des sous-bandes, on va coder carrément le spectre du signal. D'accord ? Donc, on code, on transmet. La représentation fréquentielle du signal. On a vu qu'on pouvait représenter un signal indifféremment sous une forme temporelle ou sous une forme fréquentielle.
Eh bien, dans le codeur MP3, on a fait le choix de coder les échantillons fréquentiels du signal, mais toujours en divisant en sous-bandes. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de faire une bête quantification sur any bit des échantillons, on va faire un codage de Huffman. Codage de Huffman des coefficients. Et ce codage de Huffman, on l'a vu dans le dernier TD, ça permet de réduire le nombre de bits nécessaires par échantillon. Et troisième particularité, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de réservoir de bits. Réservoir de bits. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait deux contraintes à respecter. La première, c'est que pour assurer l'inaudibilité du bruit de codage, chaque NI soit supérieur à une certaine valeur. La deuxième, c'est que la somme des NI inférieure à une certaine valeur. Le grand N étant le budget de bits alloué pour la trame. Okay. Donc on dispose d'un certain nombre grand N de bits pour la trame à répartir entre les différents NI. Si la somme des NI est inférieure strictement à grand N, on a plus de bits que nécessaire dans notre trame. D'accord ? Si on respecte la condition sur le masquage, si on assure que chaque NI est supérieur à une certaine valeur, et qu'au final, en respectant ça, la somme des NI est strictement inférieure à grand N, alors on a un excédent de bits. Eh bien, cet excédent de bits, qui n'est pas nécessaire, on va le garder en réserve pour la trame suivante, au cas où on n'aurait pas assez de bits dans la trame suivante. Donc c'est ce qu'on appelle le réservoir de bits. Enfin, quelques mots sur la complexité des codeurs. Alors, faire ce type de codage, MPEG-1, couche 1, MP3 ou AAC, c'est évidemment beaucoup plus complexe qu'une simple numérisation, c'est-à-dire juste échantillonnage, quantification. Parce que vous devez calculer un modèle psychoacoustique, construire un banc de filtres, filtrer tous vos signaux, gérer l'algorithme d'allocation des bits. Donc tout ça prend du temps. Et pour le MP3, vous avez un retard entre le codage et le décodage, vous avez un retard de l'ordre de 60 millisecondes. Donc le délai de codage plus décodage égale 60 millisecondes. À ce délai de codage-décodage s'ajoute le délai de transmission sur le canal. Entre le codage et le décodage. Or, la norme, c'est que quand vous avez une application de type communication, c'est-à-dire une application bidirectionnelle interactive, vous ne pouvez pas avoir des délais supérieurs à 150 millisecondes. Le délai de traitement ne peut pas être supérieur à 150 millisecondes. En communication, il faut que le délai total
soit inférieur à 150 millisecondes. Or, le délai de transmission peut être assez important. Donc, ce type de codage, en fait, n'est pas adapté à des applications de type communication. C'est bon pour diffuser de manière unidirectionnelle de la musique, mais pas pour des applications interactives. Sinon, si vous dépassez un délai de 150 millisecondes, eh bien, quand vous posez une question à votre interlocuteur, vous attendez un certain temps la réponse. Parce que vous avez 150 millisecondes dans un sens, le temps que lui entende le début de votre question, et 150 millisecondes dans l'autre sens, le temps que vous entendiez sa réponse. Ça fait un retard de 0,3 secondes, et ça, c'est tout à fait perceptible. Voilà, donc ce genre de codec, on l'utilise plutôt pour la diffusion. Alors, le MP3, c'est pas le plus performant. Vous avez des codeurs beaucoup mieux que ça. Vous avez le codeur AAC qui est utilisé dans les iPods, qui offre la même qualité à 48 kilobits par seconde au lieu de... Ah non, à 64 kilobits par seconde au lieu de 96. Et vous avez le AAC+, c'est le dernier codeur audio qui est implémenté sur certains téléphones portables et qui, lui, permet pour la même qualité, c'est-à-dire il assure la même qualité que le MP3 avec un débit 2 fois plus faible. Et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Voilà, des questions ? Eh bien, on s'arrête là.